bonjour Michel. Bonjour. Alors tout d'abord, bonjour Odile. Tout d'abord, je te donne les salutations de Georges Gastaud, Léon Landini et le secrétariat du pôle. Et ils te souhaitent une super campagne et surtout une victoire. Voilà. Bon, ils m'ont chargé de transmettre ça. Merci. Aussi de la solidarité des communistes du pôle avec ceux de Vénissieux. Alors je vais te poser 6 questions. Hein. Ça fait un peu beaucoup, tu n'es pas obligé de trouver tout ça, c'est toi qui vois. Hein. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta campagne? Donc on a commencé la campagne il y a plusieurs mois, on n'a pas attendu la fin des présidentielles parce que bon, c'était quand même un contexte un peu compliqué. Donc on l'a lancé avec un repas républicain le 28 janvier. Depuis, il y a donc des points rencontres sur les marchés, il y a eu plusieurs meetings, il y a eu plusieurs réunions publiques sur les différentes villes de la circonscription. Et puis nous avons organisé, je fais beaucoup de réunions d'appartements, ce que j'appelle mes petites réunions du Père Noir, comme j'avais fait en fait, on avait commencé ça avec André Gerin quand j'étais députée suppléante, et puis après j'avais continué pour les municipales. Et donc il y a un habitant qui m'invite, et il invite entre 10 et 15 ou 20 personnes, et on aborde un certain nombre de sujets. C'est très intéressant parce que on parle du contexte national forcément, alors suivant les réunions c'est très différent, parce que certains, on va beaucoup parler des 11 millions de voix du Front National, pourquoi, c'est avancé en fait ce doublement de voix de 2002 à 2017 du Front National, 11 millions de voix, ce n'est quand même pas rien. Donc il y a des gens qui ont besoin aussi de parler par rapport au Front National, pourquoi il arrive à rassembler, pourquoi ça devient aussi fort, pourquoi certains ne croiraient plus au parti, mais se retrouveraient plus facilement dans les mouvements. On l'a vu avec le mouvement En Marche ou le mouvement de la France Insoumise. Et puis, ce qui vient beaucoup quand même, c'est là où je vois par rapport à 2012 que j'ai un bilan comme maire, de 8 ans de maire, parce que même sur des villes hors Vénissieux, on vient beaucoup sur mon mandat de maire, sur ce que je fais pour la ville, pour les habitants. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une crédibilité, et du coup, ça donne une crédibilité pour éventuellement autre chose. Donc, j'étais un peu surprise parce que je pensais qu'on avait beaucoup plus parlé d'une nationale, surtout sur les autres villes à part Vénissieux, enfin en dehors de Vénissieux. Et en fait, non, on parle quand même beaucoup de Vénissieux, ce qui a été fait, etc. Comme s'ils avaient besoin de rappeler ce qui est fait, parce que ça donne une crédibilité, une efficacité. Et donc, dans le même temps, là, quel bilan tu tires de la campagne des présidentielles? Alors, moi, ce que je tire comme bilan, d'abord, je pense que les présidentielles, on a très peu parlé du fond. On a beaucoup parlé, en tout cas médiatiquement, des affaires, etc. Mais le quotidien des gens, des salariés, les communes qui sont remises en cause, etc., on a très peu abordé ces questions, oui, par 2-3 débats. Mais finalement, quand on regardait médiatiquement la totalité des interviews, etc., le quotidien des gens est peu abordé. On nous a beaucoup parlé de la moralisation de la vie politique, des choses comme ça, c'est tout à fait légitime, hein, je n'en remets pas en cause. Mais par contre, on ne va pas au bout des choses, quoi. On ne parle pas de ces emplois qu'on supprime, on ne parle pas de ces gens, 31 000 enfants qui sont sans toit en France, des 2 millions de travailleurs pauvres, etc. etc. Le droit des femmes n'a absolument pas été évoqué. Donc il y a des sujets, je pense qu'on est passé complètement à côté d'un certain nombre de choses qui intéressent les Français. Voilà. En tout cas, le quotidien des Français. Après, moi, c'est le score du Front National que je retiens.
parce que même si, d'ailleurs, Macron, il n'a pas été élu par un vote d'adhésion, hein, mais bien aussi pour faire barrage au Front National. Donc, c'est 11 millions de voix. C'est-à-dire que c'est un parti fasciste qui arrive à rassembler quand même 11 millions de Français. Et je crois qu'il faut vraiment... moi, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un certain nombre d'années. Je dis souvent qu'on se retrouve... Alors, en histoire, on ne compare pas les époques et on ne calque pas les époques, mais enfin, il ne faut jamais oublier que Hitler est sorti par les urnes. Et là, on a un parti fasciste qui est en train, d'élection en élection, de s'asseoir. Il y a ça, par exemple, dans une réunion d'habitants, certains me disaient, mais c'est un vote de mécontentement et de colère. Il y a un vote dedans de mécontentement et de colère, mais il y a aussi une adhésion aux idées qui ont... Il y a eu une avancée de ces idées-là, qu'on le veuille ou non. Il y a plein de gens qui aujourd'hui disent ouvertement qu'ils ont voté pour le Front National, disent ouvertement qu'ils sont pour la priorité nationale pour l'accès au logement, etc. etc. Et donc on voit bien qu'il y a quand même une adhésion à certaines idées. Et puis on a au premier tour 4 candidats qui finissent finalement dans un mouchoir de poche. Il n'y en a pas un qui... Avant, dans les élections présidentielles, on avait toujours un qui faisait quand même un score conséquent par rapport aux autres, qui se dégageait des autres. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y en a 4 qui finissent dans un mouchoir de poche. Et puis surtout, on a l'absence au deuxième tour des deux candidats qui représentent l'UMP et le PS. Et on voit aussi que c'est l'échec du bipartisme en France. Ça fait 30 ans qu'on veut nous faire croire qu'il y a 2 blocs PS-UMP qui s'affrontent. Et on voit bien que du coup, les Français ne veulent plus aussi, quand on dit ils veulent plus des partis, non, ils veulent surtout pas, ils ne veulent surtout plus qu'on leur montre que deux voix. Et c'est ça que Mélenchon a su capter aussi, un vote d'espoir, un vote de mécontentement, des gens qui sont d'une gauche exigeante et qui disent on ne veut plus de ce système-là. Et en l'absence d'un candidat du Parti communiste, Mélenchon a représenté cet espoir-là en tout cas. Voilà. Et selon toi, comment résister à l'eurofédéralisme de Macron et faire reculer le FMI? Macron, qu'on le veuille ou non, dans la population, le côté ni droite ni gauche, il y a des choses qui prennent. Alors, c'est aussi un matraquage médiatique. Et puis, c'est 30 ans de l'UMP-PS qui se sont succédés, où on a vu la même politique finalement. Donc, les gens ne voient plus forcément la droite et la gauche. Il y a des gens qui disent mais il y a des choses bonnes des deux côtés. Il peut y avoir des choses bonnes des deux côtés. Par contre, le modèle économique, le modèle social que veut faire Macron, c'est un programme de droite. Et ça, moi, j'ai pas ce modèle-là, quoi. Donc, il faut aussi... Mais par contre, je pense que ça a choqué personne, enfin, personne, à part les gens très politisés, mais dans la population, les gens n'ont pas été si surpris que ça, qu'ils choisissent un Premier ministre à droite, etc., qu'il ait un gouvernement tutti-frutti. Et moi, mon problème, c'est qu'on nous dit, mais il n'aura pas la majorité, etc. De toute façon, il trouvera une majorité. Parce que quand Collomb dit, il faut qu'il fasse comme j'ai fait à la métropole. Je rappelle que Collomb, il n'avait pas de majorité à la métropole. Il faisait avec synergie, avec un peu tout le monde, un peu de consensus, il faisait un petit peu de saupoudrage à tout le monde, et puis il arrivait à avoir une majorité tout le temps. Voilà. Donc, et ça, moi, je trouve que il faudra non seulement la lutte dans la rue, la mobilisation dans la rue, il faudra également des députés
des députés communistes, des députés d'une gauche exigeante d'action et de combat, pour contrer ce rouleau compresseur, parce que moi je suis persuadée, il annonce la loi El Khomri puissance 10, il annonce que les baisses de dotation de l'État envers les communes vont continuer, etc. etc. Donc oui, il va falloir qu'on s'organise. Il y avait une deuxième question dans ta première, lutter contre le Front National. C'est une bonne question. En même temps, moi je crois que, comme dans les années 30, on a les forces fascisantes et les forces progressistes qui s'affrontent. Et il va falloir qu'on trouve, à un moment donné, je ne sais pas ce qui va faire basculer. J'espère que ce ne sera pas comme en 39-45, où finalement c'est les forces progressistes qui ont gagné, mais à quel prix, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis longtemps, qui se prépare devant nous depuis longtemps. Je crois qu'il faut prendre en compte, il y a des sujets qui sont tabous dans la population, qui sont tabous politiquement, qui ne sont pas politiquement corrects. Et moi, j'aimerais qu'on aborde, que j'arrive à aborder dans certaines réunions d'appartements, en petits collectifs. Il y a des gens en France qui ont l'impression d'être dépossédés de leur identité. À raison ou à tort, mais en ne parlant pas, en n'en parlant pas, comme si on les considérait islamophobes ou racistes, etc., on ne leur permet pas de s'exprimer et d'aller vers des progressistes et de discuter. Et du coup, on les relaie et on les abandonne dans ces idées-là. Moi, il y a des gens, par exemple, je discute souvent avec des Vénitiens, qui peuvent être choqués que des jeunes mariés viennent à l'hôtel de ville avec les drapeaux de leur pays d'origine. Et je pense que c'est légitime, même si nous, on a encadré les choses, on dépose les drapeaux en bas de l'hôtel de ville, parce qu'il y a un drapeau à l'hôtel de ville et un seul, la maison de la République, la maison commune, il n'y a que le drapeau français. Mais quand ils font des grands défilés dans la rue avec tous les... Eh ben, il y a des gens de certaines qui peuvent être aussi des Français d'origine étrangère, comme les Espagnols ou les Italiens, qui disent et qui peuvent en être choqués, qui se disent où on va, on ne nous respecte plus, etc. Par exemple, de banaliser le fait que le ramadan en période d'été perturbe certaines fois la voie publique et gêne des gens qui travaillent le lendemain, etc., en ne parlant pas de ça, parce que ça ne serait pas politiquement correct de parler du ramadan, où on serait raciste ou autre, on s'éloigne de ces gens-là, et je pense qu'il faut retrouver ces discussions-là. Parce que sinon on n'y arrivera pas. On a aussi des jeunes Français, issus de l'immigration, avec des origines étrangères. Moi qui me cause, ils ont 11 ans, ils disent vous et nous. À un moment donné, comment on va parler à ces mômes de 11 ans? Comment on parle? Et ça, il faudra bien qu'on l'aborde. Et c'est pas forcément en le regardant par le petit bout de la lorgnette. Et ces gens-là peuvent se réfugier vers un vote extrême parce que, et mensonger. Parce que quand elle dit je les renverrai tous chez eux, ça veut dire quoi? Ils sont français. Mais il faut arriver à discuter, et puis peut-être aussi à discuter avec par exemple, pour le ramadan, il faut pouvoir être en capacité d'expliquer au culte que l'espace public ne doit pas être privatisé, parce qu'il y a des gens qui travaillent le lendemain, parce qu'un certain nombre de choses. Parce que si on laisse le fossé se creuser, ça va être compliqué. Et puis ces gens-là, ensuite, ils peuvent aller vers des raccourcis, des amalgames, avec les attentats, avec tout le contexte qu'on connaît. Et je crois qu'il va falloir qu'on aborde ces sujets, qu'on en parle, sans se fâcher, hein, mais qu'on arrive à en parler librement. Et pour beaucoup, cette question revient. Des gens
qui attendent, et c'est une souffrance derrière, parce que quand on me dit c'est des mécontents, oui, c'est des gens qui attendent depuis très longtemps un logement, c'est des gens qui peuvent être au chômage, etc. Et qui du coup opposent d'autres catégories. Mais ça pourrait être les Juifs, ça pourrait être comme en Allemagne en Grand Neuf, enfin, mais là effectivement c'est les autres nous prennent le travail, les autres ont un logement, mais en même temps le logement par exemple, il faut être en capacité de leur expliquer que si il y avait suffisamment de logements sociaux en France, eux n'auraient pas besoin d'attendre. Pourquoi? Parce que 70% des ménages en France peuvent être éligibles au logement social. Donc si on avait des logements sociaux en conséquence, ils n'attendraient pas plus que les autres. Mais c'est vrai que si on ne leur parle pas de ça, si on n'aborde pas ces questions-là, eux se sentent effectivement abandonnés et disent, c'est les autres qui, oui, forcément, dans le logement social bientôt, si ça continue comme ça, si on ne construit pas plus de logements sociaux, on aura les quotas préfecture, les quotas d'allo, les quotas machin, et du coup, des gens qui sont des travailleurs, qui peuvent s'en voir, qui ont des difficultés aussi, se sentent exclus de ces dispositifs-là, qui sont aussi pour eux. Et il va falloir qu'on en discute. Sur le Frexit, la gauche tergiverse. Les consciences continuent de croire au mythe de l'euro-monnaie parfaite et de l'euro bienveillante. Alors, question, comment porter plus fort, comme le PCF de Duclos, voire de Marchais, l'exigence conjointe de l'indépendance nationale et de la marche au socialisme? En essayant de convaincre qu'effectivement on n'a plus de souveraineté nationale, qu'on obéit finalement, que les gouvernements obéissent aux ordres de Bruxelles et qu'il faut développer cette pensée-là dans la population. Mais je pense que pour l'instant, cette question n'est pas majoritaire dans la tête des Français. Quand on voit Marine Le Pen, tout le monde dit qu'elle a raté son deuxième débat, justement notamment sur l'Europe. Bon, donc on voit bien que c'est pas simple. Il y a plein de gens qui disent mais si à la sortie de l'Europe comment on fait? Enfin bon, il y a des peurs, il y a des en même temps on voit bien comme la Grèce qui vote quelque chose et puis finalement il y a un déni de ce que voulait le peuple. Donc on voit qu'il n'y a plus de souveraineté nationale, mais en même temps les gens ne voient pas forcément comment on peut revenir en arrière. Il y a aussi cette peur-là. Il y a comment on peut revenir au franc ou à une autre monnaie, comment on peut sortir de l'Europe et ne pas être isolé. Il y a plein de choses. Donc, et je crois que là, on n'était pas non plus suffisamment pédagogue. Parce que s'arrêter à dire il faut sortir de l'Europe, je crois qu'on n'est pas crédible. Il faut expliquer comment, en sortant de l'Europe, on pourrait, quelle politique on mènerait exactement. Et pour enlever certaines peurs, certains pensent que si on sortait de l'Europe, on n'aurait plus, plus d'existence au sein, comme si on était isolé, comme si on était tout seul. Et donc il va falloir expliquer, il va falloir... donc je pense que si on faisait voter maintenant, ça ne serait pas forcément... on n'aurait pas le même score qu'en 2005. Ah, moi je pense. Je pense, oui. D'ailleurs, il y a des gens qui ont aussi voté Macron par rapport à son côté européen, quoi. Qu'on le veuille ou non. Alors, une autre question, Michel. Historiquement, j'espère que j'ai bien écrit celle-là. Historiquement, Vénissieux est une commune franchement communiste. Dès mon roman à ton élection, la ville a toujours été du côté des travailleurs. Comment, à ton niveau, peser face à Collomb, aujourd'hui son remplaçant, qui était un ultra-fédéraliste, ennemi de l'autonomie communale et de la République souveraine et indivisible? Ça, c'est plus facile. Comment poser face au successeur à Collomb Et moi, je crois que justement, ce qu'est en train de faire Macron, la réussite de Macron et ce qu'il veut mettre en place, c'est le laboratoire lyonnais.
D'ailleurs, Colomb dit il faut qu'il fasse comme moi j'ai fait à la métropole. Je rappelle qu'on est une des seules métropoles qui fonctionne comme elle fonctionne actuellement. Donc, et on voit bien que sans majorité, il est arrivé justement à passer ses délibérations. Nous, quand on était contre les métropoles, c'était bien, alors non seulement par rapport, parce qu'on met des territoires en concurrence, et du coup, c'est plus l'intérêt général, on va être concurrent, la métropole lyonnaise va être concurrente avec la métropole de Barcelone, par exemple. Donc on met des territoires en concurrence, des populations en concurrence, des entreprises en concurrence. Donc nous, on était contre ça. En même temps, c'est aussi la disparition. Alors là encore, je trouve qu'on n'est pas correct si on dit la disparition des communes. Parce que moi, je suis persuadée que le système qui est en place ne fera jamais disparaître les communes. Les communes en tant que telles et les maires ou les élus en tant que tels. Ils vont peut-être un jour diminuer le nombre d'élus, ils vont diminuer un certain nombre de choses. Il n'y aura peut-être que des coquilles vides. On pourra faire de moins en moins de choix politiques parce que de moins en moins de moyens. Mais ils auront toujours besoin d'hommes et de femmes qui seront des fusibles. Parce que moi, je vois bien, au plus vous éloignez le pouvoir, la prise de décision de l'habitant, quand les Vénitiens ont un problème de trottoir, ils ne vont pas voir Gérard Collomb. Ils tapent à la porte de la mairie. Donc en fait, ces instances-là, cet échelon-là, il a besoin d'hommes et de femmes qui servent de fusibles. Voilà. Donc il n'y aura pas la disparition des communes comme on le dit, mais on aura la disparition de choix politiques, de missions de service public, des choix d'investissement, etc. Oui, parce que noyer dans des métropoles, et puis accompagner, parce que c'est ça qu'il faut mesurer. Moi j'ai vu des maires, ils étaient contents que la métropole prenne certaines compétences. Pourquoi? Par manque de moyens. Ils se disaient, bah, à la limite, moi si j'ai plus ça à m'occuper, ça me fait des sous supplémentaires pour la ville. Donc, c'est pas que les créations des métropoles, il faut y mettre aussi avec l'austérité qui est imposée aux communes. Je rappelle quand même qu'il y a des communes qui ont fermé des piscines communales, qui ont annulé des festivals, etc., etc. Et le pire est devant nous. Parce que Macron, quand il annonce encore 10 milliards en moins pour le bloc communal, pour la ville de Vénissieux, si c'est à peu près encore 7 ou 8 millions, moi je me pose vraiment des questions. Comment on va pouvoir faire? Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut aussi des députés qui se battent pour les communes, pas pour avoir des élus, la question elle n'est pas là, pour à un moment donné pouvoir faire des choix, pour pouvoir faire des services publics, des missions de services publics pour les habitants. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on se batte. Et comment on peut se battre? C'est justement en expliquant aussi aux gens. Parce que les gens, à la limite, on passe médiatiquement, on ne fait que de leur dire on va supprimer des échelons et puis ça fera des économies. Non, c'est pas vrai. D'abord, ça ne fait pas d'économies. Par contre, on est tous au pas. Et du coup, on rentre dans un système européen, justement, et avec la spécificité française qui est d'être organisée en communes, avec des équipes municipales, nous, comme la nôtre, avec des choix politiques forts, mais au moins on a de moyens, au plus ça devient compliqué, en investissement, en mission de service public. Moi j'ai plein d'idées à développer en termes de service public, mais pour ça il faut qu'on ait des moyens. Aujourd'hui, le tout anglais transatlantique, cher à Emmanuel Macron, prolifère en France, mettant en péril la langue française. Comment une députée maire communiste pourrait-elle apporter sa contribution à ce combat encore très sous-estimé par le peuple? De toute façon, quand par exemple Emmanuel Macron dit 12 enfants par classe, et qu'en même temps il veut supprimer des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer de postes d'enseignants. Quand il dit on fera des classes par niveau, on voit bien, de plus en plus, on va vers un système où on va mettre des enfants devant des écrans avec des programmes, etc.,
où l'ordinateur va s'adapter au niveau de l'enfant, etc. Et en fait, on aura de moins en moins d'abord de contact humain. Et oui, les ordinateurs et tout ce genre de choses, c'est beaucoup au niveau de l'anglais est quand même la langue, la première langue, quoi. Moi, ce qui me fait souci, c'est pas que la perte de français, c'est tout ce qui va avec dans l'éducation nationale. Parce que si on met des enfants devant des ordinateurs au lieu de les avoir devant des enseignants, d'abord, il y a beaucoup de matières qu'on n'enseignera plus, notamment les sciences humaines, etc. Et je pense qu'on a besoin, pour avoir des citoyens éclairés, d'un minimum d'instruction sur ces questions aussi. C'est un tout. C'est pas que, c'est tout ce qui accompagne aussi ça, qui m'inquiète aussi. Après, comment on peut le combattre? Et ben là encore, avec une éducation nationale forte, avec, mais on l'entretient tous, hein, tous à notre façon. Moi, le nombre de fois où j'entends, au lieu de dire diaporama, j'entends, comment c'est, je ne me rappelle même plus du nom parce que je ne l'utilise jamais, PowerPoint, voilà. Ouais, au lieu de dire un diaporama ou la projection, au lieu de dire, quand on parle, oui, mais tout, mais même encore maintenant, quand on parle, par exemple, là moi je suis en train de préparer le forum de lutte contre les addictions, où en fait, boire rapidement le plus d'alcool possible dans le temps le plus court possible, on appelle ça, je ne sais plus comment. Binge drinking. Voilà. Binge drinking. On le voit pour tout, mais c'est aussi un combat de chacun d'entre nous. Et puis la langue française, elle se perd aussi pas que par rapport à l'anglais. On a des enfants avec les tuk-tuk qui ne savent même plus écrire le français. Ils écrivent phonétiquement. Ah, ça marche aussi, mais je crois que c'est un tout. Voilà, mais enfin, nous, on pense que quand même le combat des communistes, c'est des élus, c'est de se mettre en première ligne pour défendre cette langue, justement, parce que c'est aussi comme c'est dans beaucoup de domaines un rapport de force. Quoi. Mais moi, je pense que si tu défends que la langue, non, pas bon. que la langue. Hein, oui, mais c'est pour ça que je disais, il faut y ramener à l'éducation. Bien sûr, non, mais il faut y ramener à l'histoire. Il faut y ramener à l'information. Quand moi, je vois, par exemple, que maintenant, des jeunes n'ouvrent plus de livres d'auteurs, mais pas que les grands auteurs. Par exemple, l'histoire, si je prends l'histoire, ils tapent sur Internet et il y a tout dedans. Il y a les fausses infos, il y a la désinformation, il y a la négation, il y a etc., etc. Et ils ne savent même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, moi, ça me fait autant souci que la perte de la langue française. Et l'Internet, par exemple, moi, je trouve que c'est un formidable outil. C'est un formidable outil. Moi, j'aurais rêvé, à 14 ans, avoir Internet pour aller chercher, pour découvrir des expositions que je n'avais pas les moyens d'aller voir dans des villes étrangères, etc. Or, maintenant, l'outil Internet, au lieu de servir à l'information, à la construction, à l'instruction, sert plutôt à la désinformation, à la déstructuration. Donc ça, c'est grave, je trouve aussi. Ça dépend comment on s'en sert. Parce que... Mais c'est exactement ce que je viens de te dire, Bernard. C'est-à-dire que je pense que c'est un véritable outil d'information. Par contre, nos jeunes, bah oui, c'est un outil technique qui est formidable, mais actuellement qui est très mal utilisé. Voilà. Et moi, quand je vois des jeunes qui vont sur Internet et qui te sortent des andouilleries, mais monstrueuses, sur 39-45, Staline égalité. Voilà, non, mais il y a plein de choses. Une dernière question, Michel. Parce que quand on parle... non, mais parce que c'est un tout. Ouais. Vraiment, c'est un tout. Je trouve que sur des choses, on n'arrive pas à transmettre. Pourquoi les idées fascistes progressent?
parce que les idées progressistes n'ont pas été transmises. Des choses toutes simples. Il n'y a pas très longtemps, un préado me dit comment je vais faire, il y a plein de résistants qu'on me demande, je sais pas, moi je connais pas de résistants. Alors qu'en fait, cet enfant a appris depuis qu'il est au CP des poèmes et dedans il y a plein de résistants. Ça veut dire qu'on leur donne un nom, ils commencent la récitation, à la fin ils lisent la récitation, à la fin ils donnent le nom et ils ne savent même pas qui c'est. C'est aussi ça, d'expliquer qui est Robert Desnos, ça me paraît pas compliqué quand même. Voilà, que ce soit les parents ou que ce soit les instits ou que ce soit... et parce que je ne crois pas que ça soit naturel qu'un enfant aille justement, et si l'outil internet était si miraculeux que ça, et s'il était si bien utilisé que ça, il ne savent pas qui il est, il tape. Par contre, derrière, il faut qu'il y ait les bons logiciels et les bonnes choses dites sur ce monsieur, parce que sinon, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas forcément su transmettre. Alors, il ne faut pas non plus qu'on se flagelle. Le capital a bien aidé à cette non-transmission, en cassant l'industrie, en cassant les emplois. Il a cassé bien plus que ça, il a cassé aussi des lieux d'analyse collective. Et du coup, effectivement, des lieux qui étaient de résistance, des lieux où on réfléchissait à plusieurs et qui irriguaient toute la société. C'était pas rare qu'on avait des ouvriers du RVI, etc., qui étaient aussi parents d'élèves, qui étaient aussi dans les associations de sport, etc. Et du coup, il y avait une éducation populaire qui se faisait. Et là aussi, je n'oppose pas Internet à ça, mais Internet sans cette éducation populaire, c'est compliqué parce que, comme tu le disais fort justement, il faut qu'il soit bien utilisé. Mais pour qu'il soit bien utilisé, eh bien, il faut donner un certain nombre d'outils pour que nos jeunes puissent l'utiliser correctement. Avant de terminer, Michel, tu peux nous dire quelques mots de ta ville? Moi, quand je parle de la ville de Vénissieux, je ne peux pas faire ça court et deux mots. Une autre fois. Non, mais je ne dis pas ça parce que je suis une passionnée de la ville de Vénissieux. Laisse-moi t'interrompre une seconde. Moi, Vénissieux, je l'ai là parce que j'ai passé 10 ans, 10 belles années. J'ai été conseiller même. Et chaque fois que je viens là, j'ai besoin de savoir un peu, tu vois. Je suis au courant un peu quand même. Mais, je veux dire, il y a des belles choses qui se passent, quoi, quand même. Vénissieux, avant, ça retrouve une attractivité. À un moment donné, effectivement, Vénissieux, c'était une ville qui se dépeuplait, elle se repeuple. Donc, c'est une ville qui se repeuple est toujours en meilleure santé qu'une ville qui se dépeuple. C'est une ville qui continue de résister à un certain nombre de choses, qui continue aussi d'aller de l'avant, qui continue de se battre pour la culture pour tous, le sport pour tous, l'accès à la santé, l'accès aux soins, peut-être. Oui, bien sûr, quand je dis l'accès à la santé, c'est ça, mais qui développe... de toute façon, c'est simple, hein, quand à un moment donné, vous avez la Chambre régionale des comptes qui nous dit qu'on a trop de fonctionnaires. Moi, comme je réponds toujours, oui, 60% de notre budget de fonctionnement, c'est nos fonctionnaires. Mais nos fonctionnaires, c'est quoi? C'est du service public, c'est des missions au service public, au service du public, et c'est facile, hein, d'avoir moins de fonctionnaires. Il suffit de tout privatiser ou de donner aux associations, etc. Nous, les personnes âgées, c'est encore municipal. La cuisine centrale, c'est municipal. Le cinéma, il est municipal. Le théâtre aussi. Tout est municipal. Voilà. En tout cas, le maximum de missions faites au public, même si ça devient de plus en plus difficile de continuer à développer du service public. Ensuite, nous continuons de développer la ville avec la construction d'écoles, etc., dans un contexte d'étranglement des finances publiques. Très bien, merci pour tout. Hein. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus.